Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver ce nouveau numéro du MAG sur School TV, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte. Et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Pas une semaine sans qu'on en entende parler, oui. Décidément, l'éducation positive est de plus en plus répandue en France. Aider les enfants à grandir dans un environnement bienveillant, épanouissant, tout en restant ferme. Équation délicate, oui je sais, ça sent le vécu. La bienveillance au secours des parents à bout de souffle, pour ne pas dire au bout du rouleau. Que faire quand on a le sentiment d'avoir tout testé? Comment écouter son enfant, le mettre en confiance, l'aider surtout à gérer ses émotions? Élément de réponse dans un instant. Et puis Alix Nguyen, ici présente, nous parle dans un instant d'une initiative contre le harcèlement scolaire, une loupe consacrée au Pink Shirt Day. J'ai sorti l'accent, attention. Les détails à suivre, expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Céline Nathalie. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, sophrologue. Oui, on m'a mis certifié RNCP. Alors, on n'a pas on a qu'une demi-heure. Mais concrètement, c'est quoi? C'est juste une certification professionnelle qui est reconnue par l'État. Ouais. Et qui... Juste une très bonne certification. Voilà, ça permet de rassurer, d'être sûr que la personne a bien suivi un parcours de formation qui soit... qui soit spécialisation, émotion, psychologie et éducation positive. Ça tombe bien. Élodie Calvet, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas sophrologue? Non, pas du tout. Vous êtes maman, c'est pas mal ça. Non. D'ailleurs, je ne sais pas préciser, effectivement, mais Céline, vous avez un petit garçon, Sacha, de... Oui, aussi de 5 ans. De 5 ans. Et vous, Élodie, vous êtes donc maman, vous avez 2 enfants, oui. De 5 ans et de 11 mois. Exactement. C'est du boulot. Vous avez découvert comment, vous, l'éducation positive? Un petit peu par hasard. Je pense que j'ai reçu une éducation très stricte. Je pense comme tous les enfants qui sont nés entre 76 et 82. Ça me parle. Et j'avais plein de principes avant d'avoir mes enfants. J'étais enceinte, j'ai beaucoup lu. Et une fois après avoir accouché, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, j'ai découvert pas mal de comptes sur l'éducation positive. Je me suis vraiment lancée là-dedans et c'est quelque chose qui résonnait énormément. Et j'ai eu envie de vraiment mettre ça en place et j'en suis très fière et ravie. En parlant en plateau, c'est dire à quel point ça vous plaît et à quel point ça doit marcher. Vous avez beaucoup de choses à m'apprendre. Céline, c'est quoi l'éducation positive? Justement, c'est une bonne question, parce que chacun va y mettre des choses différentes. Enfin, si on pose la question à tout le monde, ne serait-ce que là, c'est quoi pour vous l'éducation? C'est quoi le prisme positif? Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est justement de faire rencontrer toutes ces définitions et de voir pour chacun qu'est-ce qu'on peut chacun prendre. Que ce soit, je suis sûre que chaque personne ici, même à la table, a quelque chose à apporter. De se dire qu'est-ce que je peux prendre pour moi, pour mon quotidien, pour moi en tant que personne, pour mon enfant aussi en tant que personne différente de moi. Qu'est-ce que je peux appliquer? Qu'est-ce qui correspond à mon environnement? Qu'est-ce qui correspond à mes contraintes en termes de temps, en termes d'état émotionnel? On parlait tout à l'heure de fatigue. Quand on est fatigué, on a beau avoir plein de connaissances, on a moins de patience. Plein de livres. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, si j'ai un mot à mettre derrière l'éducation positive, c'est vraiment lié à l'intention, de partir sur une intention qui soit agréable, qui parte d'un bon fond pour l'enfant et pour soi aussi, parce qu'on est un référent important pour l'enfant et le fait d'être bien aussi soi, c'est vraiment assez important. Quels sont les principes de base? On commence par quoi quand on veut commencer à s'y mettre, même si j'ai bien compris qu'il y a plusieurs éducations positives et qu'on fait un petit peu à sa sauce, j'imagine. On va dire que le premier pas serait la curiosité, d'aller chercher l'information. Donc pour ça, Internet est rempli d'énormément de choses. Ce qui est important, c'est vraiment la barre de recherche, tout simplement, de Google, d'aller demander à l'algorithme d'aller chercher des informations sur le bonheur, sur l'éducation, la bienveillance. Il y a plein de mots-clés et après, vous aurez plein d'informations qui vont pouvoir en sortir. Et de piocher, de vraiment se renseigner, de lire des livres, d'écouter des podcasts, de suivre des personnes qui en parlent. Et petit à petit, d'essayer à la maison, d'essayer de voir comment ça résonne en soi. Est-ce que ça fait... est-ce que ça fait vibrer quelque chose? Est-ce que ça parle? Est-ce qu'on a envie d'essayer? De petit à petit, mettre en place des choses à la maison. Donc ça ne se fait pas en une fois. C'est un travail très très long. Et petit à petit, essayer, choisir, trier, se dire ça je prends, ça je garde. Ça pas pour l'instant. Ça je suis pas prête. Je me sens pas prête pour l'instant. Mais en tout cas, y aller petit à petit et avec de la bienveillance envers soi aussi. De se dire si j'y arrive, c'est OK. Si je n'y arrive pas, c'est OK aussi. Il existe une méthode absolue à laquelle tout le monde pourrait se référer avec des outils
Alors, si on était tous équivalents, ce serait le cas, mais étant tous différents, que ce soit les parents et les enfants, bien sûr qu'il n'y a pas de méthode. Voilà, il y a plein de avec méthodes. un bagage déjà aussi. Donc, il n'y a pas la Bible de l'éducation positive. Ce serait une très, très grosse Bible. Donc, on prend ce qu'on peut. C'est ça. C'est ça. Il y a aller chercher l'information. C'est vraiment la base et prendre ce qui résonne, etc. Et c'est pour ça que les discussions entre parents peuvent être aussi intéressantes, de dire bah tiens, moi j'essaye ça, bah tu devrais essayer, on peut voir ce que ça donne, etc. Mais il n'y a pas une méthode, il y a des méthodes, des portes d'entrée, mais parce qu'on est des personnes différentes avec une histoire différente, enfin voilà, un histoire. Et ça commence dès la naissance, Élodie? Moi, Vous avez commencé à pratiquer ça à partir de quel âge pour votre premier, du moment où je pense Gaspard a commencé à comprendre aussi ce que je disais. J'ai eu pas mal de livres que je lui lisais, beaucoup de livres pour enfants qui expliquent justement la bienveillance. Pour moi, pour revenir sur ce que vous demandiez tout à l'heure, qu'est-ce que l'éducation? Et je préfère dire éducation bienveillante qu'éducation positive, parce que ça met en opposé une éducation négative. Pour moi, c'est l'accompagnement des émotions. C'est la communication et c'est surtout les règles et le cadre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, et je pense qu'on y reviendra, il y a pas mal de détracteurs de l'éducation bienveillante qui disent qu'en gros, c'est que c'est compliqué d'avoir un cadre avec l'éducation positive ou bienveillante, parce que... Je reste stricte avec mes enfants avec de la bienveillance. D'accord. Non, mais c'est ce que je disais en introduction. Effectivement, c'est là que l'équation est quand même très, très, très compliquée, parce que garder un cadre, garder de la fermeté tout en étant bienveillant, c'est pas si simple que ça, c'est challenging. Pour vous, c'est quoi les mots-clés? La non-violence, l'écoute, le respect des besoins de chacun? Déjà, de définir l'émotion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui se font sur mettre un mot sur l'émotion que l'enfant vit. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la jalousie. Et je pense que c'est très important. Il y a un compte Instagram, je ne sais pas si on a le droit de donner des noms de comptes. Bien sûr, allez-y. Papa Positif, qui pour moi aujourd'hui, il fait beaucoup d'enfants, il fait beaucoup d'adolescents. Et Jean-François accompagne ma vie au quotidien. Je partage beaucoup ses reportages, ses tips, et il donne énormément d'outils pour dire comment accompagner votre enfant. Il vit une émotion plutôt que d'aller contre. Et ce que disait Céline, c'est très important, le prisme, à partir du moment où on aura changé en tant que parent, notre vision des choses. Non, mon enfant n'est pas contre moi quand il crie. C'est juste qu'il vit quelque chose de très intense. Il est dans l'émotion, il est dans l'instinctif et il ne sait pas le gérer. Oui, puis souvent il m'imite. Il nous imite tous. Tu me dis quelque chose, j'ai l'impression que c'est moi. Quand on parle de cadre, il y a une notion de règle, voire de fermeté. Céline, comment trouver justement le juste équilibre entre un cadre, pour le moins strict, et cette éducation bienveillante? On commence par où? Est-ce que vous avez des petits tips et comment vous, ça se passe sur le terrain? Qu'est-ce que vous dites aux parents? Alors, un des mots-clés qui pourrait aider, c'est flexibilité. Enfin, ça peut paraître simple comme ça, mais il y a un équilibre effectivement à avoir entre la rigueur, la souplesse, la bienveillance, et parfois être dur aussi, marquer les limites, c'est aussi important dans la construction, le développement de l'enfant. Il n'y a pas de mal à dire non à son enfant, il n'y a pas de mal à parfois hausser le ton pour dire qu'il se rapproche de la limite ou qu'il est sur la limite, et c'est aussi l'aider à se construire. Mais en tout cas, voilà, c'est jongler constamment avec... cette rigueur et cette douceur. Donc c'est rigueur-douceur constamment. Mais par rigueur, c'est-à-dire, c'est là où je dis que c'est compliqué. Si j'ai bien compris, il ne faut pas menacer, il ne faut pas utiliser les leviers de violence. Et par violence, j'entends des violences verbales, des violences psychologiques aussi, qui sont utilisées par bon nombre de parents aujourd'hui. Oui, et la punition et le chantage. Si tu ne fais pas ça, il n'y aura pas ça. Alors du coup, quel levier on peut utiliser? Alors j'entends qu'il faut encourager l'enfant, qu'il faut le féliciter. La communication. Comment on établit cette communication, justement? Moi, par exemple, Gaspard, pour X raisons, je lui dis non sur quelque chose et il n'accepte pas ce non. Gaspard a 5 ans aujourd'hui. Gaspard a 5 ans, dans 15 jours. Ça va le frustrer. Donc, du coup, parfois, ça peut lui arriver de vouloir taper. Donc, par exemple, je vais dire, tu as le droit de taper. Mais tu tapes pas maman.
Tu tapes personne. Il a son tu petit coussin ou pas? Voilà, je lui dis, bravo, bravo, Patrice. Non, mais on a tous notre petit Il a le coussin. droit d'aller taper dans son lit, il a le droit d'aller faire du gribouillage sur son tableau, il a le droit... Et c'est justement qu'il puisse évacuer cette émotion d'une façon différente, mais surtout pas... Il dessine aussi sa colère? Vous le faites dessiner? Vous avez testé ça? Non. Pas encore. Enfin, je ne sais pas s'il est encore capable ou déjà capable de le faire. Je ne l'ai pas encore vécu. Il va juste gribouiller à la limite. Où il va exprimer. Et je lui dis, mais là, t'es comment? Est-ce que t'es frustré parce que maman, elle a pris ça? Ou est-ce que t'es en colère? Je suis frustrée. C'est important ce que vous dites, parce que vous lui posez des questions. Toujours. Il y a plein de parents, effectivement, qui se contentent, et je ne veux pas les blâmer, c'est très difficile, de ne pas être content, d'être en colère, de s'énerver, de réprimander. Vous avez dit qu'il faut établir effectivement le contact, le dialogue avec l'enfant, et ça passe par des questions. Quelles questions? Il y a plein de possibilités, de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui a été le déclencheur. Ce qu'il faut, déjà, à la base, il faut savoir qu'une émotion, elle est liée à une situation, à un déclencheur, mais qui peut être vécu. Donc un stimulus. Une stimulation. Et ça peut être aussi pensé, c'est-à-dire que le système de pensée peut aussi être une stimulation. Donc déjà, effectivement, commencer à identifier ce déclencheur, c'est déjà une bonne base de se dire, ok, je vois, repérer aussi l'émotion, l'identifier, je vois que tu as l'air en colère, je vois que tu as l'air agité, je vois que, ou si on ne sait pas exactement, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens, même dans ton corps? Qu'est-ce que ça se passe où au niveau du corps? J'ai une boule dans la gorge, j'ai mal au ventre. Il y a plein de possibilités, mais en tout cas, chercher à identifier, à comprendre. Toujours quand on a le temps. Ça peut se faire aussi en rush. Ça peut se faire aussi en rush, mais c'est déjà, quand on a le temps, c'est déjà une base de se mettre à disposition, être à l'écoute et le laisser déposer. Parce qu'un enfant lui-même qui est en train de se développer, lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc il est en agitation. C'est impressionnant. Et puis il ne faut pas oublier que le cerveau n'est pas totalement construit. Donc il y a plein de capacités que nous, on a au niveau de la régulation de nos émotions que l'enfant n'a pas encore acquis. Donc c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'est pas en capacité physiologique de pouvoir se réguler. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Mais en tout cas, aller le voir en lui disant juste le fait de savoir je suis là pour toi, c'est ok, tu es en sécurité. Le fait de rassurer la sécurité émotionnelle, c'est très important de se dire c'est ok, explique-moi ce qui se passe, où est-ce que tu as mal, qu'est-ce qui t'a gêné, qu'est-ce qui fait que tu es agité, tu te dis quoi? Tu penses peut-être à tout à l'heure, tu as une inquiétude par rapport à tout à l'heure, il s'est passé quelque chose il y a 2 minutes ou hier ou avant-hier auquel tu repenses. Essayer d'identifier et ensuite d'essayer d'en discuter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite maintenant, parce que dans 5 minutes on doit être à l'école, donc qu'est-ce qu'on fait? On va être encore les derniers. Je rebondis sur ce que c'est dit, parce que c'est très intéressant. Il y a des moments où en effet l'enfant est en pleine crise, il n'arrive pas à gérer. Et c'est de lui demander en fait de quoi tu as besoin. Et très souvent, moi à chaque fois que Gaspard, il en fait peu, mais il en fait, je lui dis est-ce que tu veux un câlin? Et très souvent, il me dit oui. Parce qu'en fait, l'enfant qui est en pleine colère, et je recommande à tout le monde de lire le livre de Catherine Guéguin qui s'appelle « Pour une enfance heureuse », qui explique vraiment ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant avec le cortex préfrontal qui n'est pas encore mature. Et le fait de donner, en fait, donc ça crée du cortisol. Quand l'enfant est en pleine colère, il crée du cortisol qui peut détruire à terme des neurones. Le fait de faire un câlin, l'ocytocine arrive, l'enfant redescend. Et c'est là où la connexion des neurones va se faire, et c'est ça qui va réussir, c'est ça qui va lui donner les outils pour réussir à gérer son émotion une prochaine fois, à l'identifier et à se dire j'ai déjà vécu, maman m'a aidé, maman, ce que Céline aussi a dit, de remplir ce réservoir émotionnel, je te fais un câlin, ça va mieux, c'est descendu, et là on peut avancer. Scientifique et neuroscientifique, bien sûr, tout à fait positive, qui pourra faire aussi l'objet d'une autre émission. On n'aura pas le temps, Alex. Oui, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez du time-out? J'imagine que vous en avez entendu parler. C'est le fait d'isoler l'enfant dans sa chambre pour le punir ou le calmer. Sur le principe, j'ai été éduquée comme ça. Donc, va dans ta chambre et tu reviendras quand tu seras calmée. Aujourd'hui, avec Gaspard, je l'ai eu fait quand il était plus petit et quand il n'était pas encore capable de mettre des mots sur ses émotions. On va dire quand il avait peut-être 2 ans. Je lui dis, écoute, tu as le choix, tu peux aller dans ta chambre, tu réfléchis à ce qui vient de se passer et tu reviens me voir si tu veux en parler. Et parfois, il restait dans sa chambre. Aujourd'hui, je ne le fais plus du tout. Je suis plus vraiment, encore une fois, dans l'accompagnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et de lui dire, en fait, là, tu sais, et d'expliquer. Ça a des conséquences. Là,
je sais pas, t'as donné un coup, ça a fait mal. Voilà ce que je voudrais que tu fasses à la place, et de toujours dire non, mais de dire oui et de donner une alternative. Donc pour moi, le time out, c'est juste de dire, en fait, va gérer ton émotion. Or, l'émotion, je voudrais qu'on l'accueille, lui expliquer et lui trouver une solution pour pas qu'il la renferme. Je pense que Céline, vous êtes d'accord avec ça, vraiment de ne pas laisser l'enfant ne pas digérer son émotion et qu'il la reprenne pour lui et qui retourne dans le salon pour voir ses parents parce qu'il a envie de retourner voir ses parents et qu'il ne l'ait pas du tout géré ou identifié, en fait. Mais comme vous dites, en fait, c'est important qu'il puisse l'exprimer, et cette histoire d'aller dans la chambre, tout dépend de la manière dont c'est fait. Enfin, moi, ça m'arrive de le faire aussi, mais parce qu'en amont, il sait que les émotions sont accueillies, que c'est OK. Mais après, c'est aussi à lui, en tout cas dans l'apprentissage, de pouvoir trouver aussi un endroit où il puisse décharger, un endroit à lui, qu'il puisse aussi apprendre en tant que futur adulte, de se dire non, effectivement, s'il commence à apprendre à décharger dans la rue, en entreprise, au sein de l'école, dans la classe, il y a des choses aussi qu'il doit apprendre par rapport aux règles de société, de se dire on ne peut pas exploser n'importe où, n'importe comment, il y a des choses aussi à réguler, c'est-à-dire on ne tape pas, on ne se fait pas de mal. Des choses à temporiser, mais le fait de se dire va dans ta chambre, si c'est dit avec douceur, si en amont il y a énormément de discussions sur, que l'enfant a bien intégré que toutes ses émotions sont accueillies, qu'il peut discuter, qu'il est en sécurité avec ses parents, qu'il est accueilli avec tout son lot d'émotions, quand ça va pas, quand il est dans les tours. Ça marche aussi au sortir de l'école, parce qu'on sait que dès qu'ils sortent de l'école, ils ont besoin de décharger. Oui, 1 heure, 2 heures. Complètement. 4 heures. En fait, c'est bien de le dire, parce que on a tendance à pas forcément voir le niveau d'intensité d'événements dans une journée dans la vie d'un enfant. Alors dans la vie d'un adulte, et de se dire que l'enfant n'est pas encore totalement construit et qu'on le charge par lié de bocal émotionnel, leur journée elle commence super tôt. Déjà le réveil, on les réveille super tôt. Ils ont tout le matin, c'est vite à l'école. Ils arrivent à l'école, ils sont. Alors qui t'a dit qu'à l'école il n'est pas fait de sieste, t'étais là. Ah non. Oh non. Et en plus, les siestes, les moments de repos, etc., les besoins physiologiques à l'école sont pas forcément, sont vite anticipés, c'est-à-dire il faut vite les préparer à l'étape suivante. Donc on va vite retirer la tétine, la couche, la sieste. On va leur mettre un sac à dos très très lourd sur les épaules. Je suis étonné qu'il leur enlève la sieste aussitôt. Physiologiquement, très tôt. Surtout qu'on sait qu'un enfant qui dort bien la journée dort mieux le soir parce qu'il n'est pas énervé. Et quand il rentre de l'école, on est sa figure d'attachement. Donc c'est avec nous qu'il va. On parle toujours un peu plus mal aux gens qui on est le plus proche que d'un inconnu. Donc avec nous, ils arrivent. Avec nous, ils se permettent tout du coup. Bien sûr. Ça aussi, c'est important dans le sens où l'enfant avec le parent est en zone de sécurité. C'est-à-dire que là où il va peut-être être en filtre, en vigilance à l'extérieur, avec le parent, il va être authentique. C'est-à-dire plus dur. Je traduis. Sans filtre. C'est ça, sans filtre. Donc l'enfant est souvent plus... on peut mettre le mot qu'on veut, difficile, rude, intense. En tout cas, il est intense émotionnellement avec sa zone de sécurité. C'est parce qu'il sait qu'il peut se permettre, il sait que là, il est en sécurité. Donc oui, avec le parent, ça peut être encore plus dur. Pour remplir ce réservoir émotionnel dont on parlait. C'est ça. Et pour aussi s'autoriser... et s'autoriser aussi à décharger. C'est-à-dire que là où, avec la maîtresse, on ne peut pas forcément, dans tel ou tel centre de loisirs ou quoi que ce soit, c'est pas toujours possible. On ne s'est pas toujours autorisé parce qu'on est sur des collectifs. Donc, quand vous avez une centaine d'enfants, il ne faut pas forcément gérer tous les enfants, tous les débordements émotionnels. Donc, l'enfant ressort de la structure en étant chargé à bloc. Et là... Mais ça a besoin on apprend tous les jours. Alors bien sûr, vous parliez tout à l'heure du fameux coussin de la colère. Moi, il a le plus grand, même les deux, ils ont le coussin de la colère. Mais alors j'ai vu un contenu cette nuit à 3h du matin. Je dormais pas. Je me dis tiens,
c'est parti, sur le coussin de la colère. Et j'ai vu, alors je crois que c'était une sophrologue québécoise qui disait que, attention, il y a une manière de l'utiliser. Oui. Alors je ne sais pas si vous pouvez m'en dire plus. Oui. Ouais. Bah, encore une fois, comme l'histoire de Va dans ta chambre, c'est toujours dans l'intention et dans la manière de. C'est-à-dire qu'un outil qui est mis entre les mains d'un enfant, que ce soit le coussin, Internet, les écrans, peu importe le sujet, l'idée c'est vraiment d'accompagner et de bien expliquer à quoi ça sert, comment l'utiliser et de trouver le juste milieu de est-ce que dans le salon c'est OK ? Est-ce que me réveiller à 4h du matin Oui, avec le coussin, c'est OK. Non. Ce n'est pas possible. J'ai vu que même en termes, Céline, même en termes de rythme, c'est-à-dire que, alors cette sophrologue disait que, et moi c'est vrai que c'est ça souvent qu'il fait, c'est qu'il va se décharger dessus de manière assez rapide en donnant des coups de poing, des choses. Tu t'écartes, t'as peur, tu t'écartes, tu te dis très bien. Mais elle disait que il faut qu'il arrive à ralentir le rythme, parce que sinon ça envoie, et on en revient au cerveau, au cortex, voilà, tout à fait, la cortisol, que ça donne une information au cerveau, si tu le fais trop vite, si tu donnes des coups de poing, comme quoi il y a toujours ce stress, et du coup ça ne le calme pas, et qu'au final il faut que les coups soient donnés avec une plus grande amplitude, comme ça, mais pas... Enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais il ne faut pas que ce soit comme un combat de boxe. Il ne faut pas que ce soit plus apaisé. J'ai vu que même dans la manière dont il donne les coups, il y avait aussi toute une technique. OK. Bienveillance dans les coups. Plein de choses à apprendre, décidément. Alix nous en apprend des nouvelles choses. C'est parti. Avec une fois n'est pas coutume, mais si dans cette émission, une nouvelle initiative bienveillante. Oui, le Pink Shirt Day, une journée symbolique pour soutenir les élèves victimes de harcèlement. L'année dernière, dans plusieurs écoles en France, filles et garçons se sont intégralement vêtus de rose. C'est une initiative d'origine canadienne. En 2007, un élève ayant porté un t-shirt rose a subi des moqueries. Elles se sont transformées en harcèlement. Eh bien, ses copains ont décidé de commander une cinquantaine de t-shirts roses qu'ils ont tous portés le même jour. Et c'est comme ça qu'est née cette manifestation. L'objectif est de développer chez les élèves la tolérance et de leur faire accepter les différences. À Bayeux, par exemple, les élèves du collège Leto ont même créé des affiches avec des messages en anglais tels que « Stop bullying » ou encore « You are not alone ». C'est la 3e année que le collège participait à cet événement. Le collège a même mis en place le programme phare. Il consiste à mettre les victimes en relation avec des personnes qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Des interventions lors desquelles la parole de l'élève est recueillie et dont peuvent découler des interventions. Merci Nathalie, effectivement, de ces initiatives bienveillantes contre le harcèlement scolaire. On pense bien sûr à tout ce que font les pays nordiques. On en parle beaucoup en ce moment en France. Et nos politiques également, à commencer par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, en parle aussi, puisqu'il a dit qu'il allait au Danemark voir comment se passent un peu ces cours d'empathie. Vous pensez que ça peut avoir un véritable impact, justement, en termes aussi de harcèlement scolaire, l'empathie? Ah oui, complètement. Enfin, après, effectivement, c'est... l'idéal, ce serait qu'il y ait énormément de choses qui soient installées au sein des structures, les écoles, les accueils collectifs aussi, et toute bonne initiative, toute action a un impact. Donc, qu'il soit local, qu'il soit beaucoup plus généralisé, oui. Dans tous les cas, mais il y a un lien très direct, très concret avec l'éducation positive ou bienveillante que vous prodiguez, toutes les deux? J'en suis totalement convaincue. C'est-à-dire que plus on donne de la bienveillance à un enfant, plus lui-même va être bienveillant envers les autres. Et d'ailleurs, en parlant de Scandinavie, Marion Querc a écrit un formidable bouquin que je suis en train de lire, qui s'appelle Une enfance en Nord, N-O-R-D. Elle est spécialiste justement de la Scandinavie, de la Suède en particulier, donc c'est intéressant de le voir. Et plus on va donner de la bienveillance et apprendre la bienveillance à un enfant, et plus lui, s'il voit un enfant harcelé ou pas bien à l'école, lui, ça va déclencher quelque chose et il va pouvoir aller l'aider. Et Gaspard, en effet, ça lui arrive. À l'école, il y avait un enfant qui pleurait, et c'est la maman qui me l'a dit après, qu'elle allait le voir et qui lui a dit « Mais tu es frustré ou tu es en colère ?» Et là, je me dis « Bon, j'ai fait mon petit bout de chemin et j'ai réussi à lui inculquer ça. » Et il le vit au quotidien. Et dès que j'ai mal, il me dit « Tu t'es fait mal quelque part, maman ?» C'est un petit garçon extrêmement bienveillant, vraiment. Et je pense que c'est un prisme qu'il faut qu'on change au niveau des parents, du personnel à l'école, dans les crèches, de changement de mots, le caprice. Le caprice, tout de suite, dès qu'un enfant se met à crier, on dit que c'est un caprice. Il y a des caprices quand même. À partir de 7-8 ans, je pense que si à partir de 7-8 ans, je pense qu'on c'est quoi un caprice? Oui, comment on le définit? Moi, je suis très capricieux. C'est une frustration. Vous n'avez pas quelque chose, vous êtes frustré, c'est ce qu'on va appeler un caprice.
Pour moi, Caprice, ça va être un enfant à partir de 7-8 ans qui va se rouler par terre parce qu'on lui a dit non pour un jouet dans un magasin. Parce qu'on lui a peut-être pas donné les bons outils pour le faire. Gaspard, aujourd'hui, je vais dans un magasin, je ne citerai pas la marque, je sais qu'on ne peut pas, des petits bonshommes qu'il adore. Il me dit, maman, je le voudrais. Je sens qu'il commence à être un petit peu, je le voudrais. Et je dis, Gaspard, non, je te l'ai dit avant, je préviens toujours. Aujourd'hui, on n'achète rien. En revanche, je te propose de mettre ça sur ta liste des envies. Donc, on prend une photo du jouet en question et on le met sur la liste des envies. Donc, on trouve toujours une alternative. On n'est jamais contre l'enfant à 200%. On essaye vraiment de l'accompagner et qu'ils disent non, c'est pas tout de suite, mais je me projette dans le temps. Et oui, maman, tu te souviens de ma liste? Oui, je me souviens, ton anniversaire arrive bientôt. Oui, j'ai une liste des envies bien remplie. Oui, maman, mon anniversaire, c'est tous les jours. Mais c'est important, je trouve, de les accompagner, de ne pas se dire il est contre moi et il me fait une colère. En fait. Ouais, Céline, Nathalie, quelle est la place du jeu, effectivement, dans l'éducation bienveillante et comment, justement, on arrive à dédramatiser toutes ces situations? C'est un très bon outil, le jeu avec les enfants, parce qu'ils sont très ouverts, disposés, ils adorent jouer. Donc ça peut être effectivement une manière d'approcher, plutôt on va dire, comme un format à proposer aux enfants, de réorienter l'attention, de partir sur des mises en situation aussi, par exemple pour des appréhensions liées à, je sais pas, à l'école, à un examen ou quoi que ce soit. Ça peut être, viens, on va essayer ça, et le jouer en version rigolote, fais-le en version, qu'est-ce que ça donne quand tu as confiance en toi, qu'est-ce que ça donne si tu prêtes pas attention au regard des autres. Enfin voilà, apporter vraiment des situations qui vont être faites de manière détendue, avec beaucoup d'autodérision. Et ça aussi, ça fait partie de la bienveillance, d'accompagner sur tous ces sujets-là, à travers, voilà, ça peut être des jeux de mise en situation, ça peut être des jeux, c'est-à-dire des choses que vous avez à la maison, des petits bonhommes dont vous parliez, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre en situation, de dire, on va imaginer que ça, c'est tes copains, ça, c'est toi. Donc, tu me dis que tu as vécu telle situation. Alors, comment est-ce que la prochaine fois, tu pourrais faire pour que ça se passe mieux? Il y a plein de possibilités, les faire dessiner, les faire danser, les faire sauter partout. Ah ça, ils le font toujours. Oui. Ils le font, que je leur propose. On parlait du coussin de colère tout à l'heure. Enfin, c'est vrai que les émotions, c'est déjà aussi une réaction physiologique. Donc, ça s'agite dans le corps pour commencer. Et c'est vrai que la mise en mouvement, déjà, l'émotion, elle incite à mettre en mouvement. Donc, le fait déjà de mettre en mouvement le corps par plein de manières différentes, que ce soit la main, dessiner, peindre, sauter, courir, etc. Ça facilite aussi l'expression, ça facilite aussi le fait de déposer, de décharger, et ça permet aussi de faire ça en s'amusant. C'est-à-dire que l'enfant ne sort pas. J'ai pas attendu son anniversaire, moi, pour lui acheter le trampoline. J'ai compris. À sauter. Sauter, il n'y a pas de souci. Saute toute la journée. Je peux rebondir sur ce qu'Alix disait sur le harcèlement. Toujours. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le harcèlement est au cœur de nos sujets. Et je pense que ça touche tous les parents et c'est notre plus grande angoisse. Et encore un exemple, Gaspard est arrivé, je lui ai mis un matin, je lui ai mis son short avec un dessin animé qu'il a dessus. Je n'ai pas le droit de le dire, mais voilà. Vous pouvez dire le dessin. Pas de patrouille. Il n'y avait pas de patrouille dessus. Personne ne connaît Pas de patrouille. Qui connaît pas de patrouille? Au moment de partir, il me dit, maman, je veux pas le mal. Je dis, mais on t'appartient à l'école, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, en fait, à l'école, on m'a traité de bébé parce que j'avais pas de patrouille. Et Emmanuelle Piquet est une psychologue qui reçoit et qui écrit des livres aussi, qui explique qu'il faut donner des outils aussi à nos enfants. C'est pas de mettre un parent qui intervient, qui va aller défendre son enfant, c'est parfois mettre l'enfant dans une situation encore plus critique parce que du coup les autres vont dire t'es pas assez fort pour te défendre tout seul. Et Emmanuelle Piquet donne des outils aux enfants pour justement tourner en dérision certaines situations, pour que l'enfant reprenne confiance en lui et puisse répondre à ses agresseurs, et que ça change en fait, et que ce soit l'agressé qui devient en charge et qui devient maître de la situation plutôt que vraiment... Et là, qu'est-ce que vous avez fait en l'occurrence? Je lui ai dit, mais Gaspard, je lui dis déjà, tu t'habilles comme tu veux et tu mets ce que tu veux. Donc ça, personne n'a le droit de te dire quoi que ce soit. Et je lui dis, tu diras à ces enfants que déjà, pas de patrouille, c'est pas pour les bébés, parce que les bébés ne regardent pas la télévision, que les dessins animés, c'est pas pour les bébés, et que de toute façon, si eux savent qui est pas de patrouille, c'est qu'ils l'ont regardé. Donc il y a un moment, dis-leur que non, t'es pas un bébé et tu mets ce que tu veux. Et en fait... Petite victoire, 3 jours après, il m'a dit maman, est-ce que je peux remettre mon short pas de patrouille? Et là, je me dis, voilà, on a empower en fait nos enfants et on leur a donné toute cette... On est bilingue sur cette chaîne, allez-y. Voilà. et exactement, et je pense que c'est important aussi
Et encore une fois, grâce à des gens comme Céline, de changer le prisme des parents pour que... Mais voilà, de dire c'est à nous de changer. Mais voilà, c'est pour ça. Spécialisation émotion. Eh oui. Est-ce que forcément, quand on devient parent et quand on pratique, on essaie de pratiquer l'éducation, c'est-à-dire positive mais bienveillante, n'est-ce pas? Est-ce que forcément on augmente son QI émotionnel? Alors encore une fois, qu'est-ce que le QI émotionnel? Qu'est-ce qu'on met derrière? On arrive en bout d'émission, on n'a plus 30 minutes. En fait, les mots sont très importants. Qu'est-ce qu'on met derrière? Son intelligence émotionnelle. Ça représente. Alors déjà, qu'est-ce qu'un QI émotionnel? Comment est-ce qu'on peut dire, je gère bien? Alors déjà, le mot gérer, j'ai du mal avec ce mot-là. C'est plutôt comment est-ce que j'ai identifié mes émotions, comment j'arrive à les comprendre, comment j'arrive à mettre des mots dessus, comment j'arrive à les réguler. Et oui, effectivement, il y a toutes ces approches d'éducation positive permettent en tout cas d'identifier qu'il y a quelque chose qui existe pour pouvoir rendre notre charge émotionnelle plutôt agréable, en tout cas partir plutôt sur une balance agréable que désagréable. Et à partir de là, d'aller piocher. Donc si un parent arrive à l'identifier, c'est génial, parce que c'est pas un enfant qui ira chercher ce genre d'informations, c'est vraiment le parent, et qui l'intégrera dans son foyer, qui mettra en place petit à petit, parce que ça se fait pas en une fois. Moi-même à ma place en tant que maman, j'ai beau avoir appris énormément de choses, moi-même je suis encore face à des difficultés, etc., que je surmonte jour même après quand on jour. est certifié RNCP. Mais c'est ça qui est fou, quoi. Mais complètement. On reste humain. Et pour comprendre pourquoi, c'est si déjà on arrive à comprendre que quand on a une poussée d'émotion, un pic émotionnel, en fait, on n'a plus accès à cette partie de néocortex, là où se loge l'analyse, etc. Vous n'y avez plus accès. Donc vous avez beau avoir ingurgité la Bible de toutes les techniques du monde, quand vous êtes en émotion, vous n'y avez plus accès. Vous êtes en mode réaction instinctive, et c'est souvent le fameux fuite-attaque où je bouge plus. Et c'est faut déjà réussir à se dire ça, de se dire là je suis plus du tout dans le raisonnement. Donc comment je fais? Si déjà on arrive à se dire ça, on se dit ok, c'est bon. Donc ce qui m'arrive à moi-même en tant que parent, là je suis pas en état, donc qu'est-ce que je peux faire? Donc il y a quand on a la possibilité de passer le relais, c'est ce qu'on dit souvent aux mamans avec les bébés, c'est de se dire ok, posez un instant, posez-le sur le canapé, posez-le dans son lit, allez vous isoler histoire de redescendre de votre tour, prendre votre coussin à vous. Voilà, c'est ça. Tu sens la colère là. Alors je le sens, il est là. Alors moi il est là. À 45 ans, je reviens. En tout cas, se préparer soi-même, et en tout cas mettre en place des choses déjà pour soi, pour pouvoir redescendre, pour pouvoir reconnecter, parce que les filles ne se touchent plus, donc pour pouvoir reconnecter et pouvoir ensuite avoir le comportement le plus adapté pour l'enfant. On refait un petit point d'étape dans 6 mois? Vous revenez? Dans 20 ans. Avec plaisir. Pour voir ce que ça arrive. Dans 6 mois, c'est bien. Et ce que je vous propose avec Alix, on va essayer de compiler quelques questions de parents. J'imagine qu'il y a beaucoup de parents, et pourquoi pas aussi beaucoup d'enfants, qui auront pas mal de questions à nous poser. On vous les soumettra. Je sens qu'il y aura des réponses ô combien intéressantes. Un grand merci à vous, c'est Nathalie, et à vous, Élodie Calvet. J'espère vous revoir très vite. Et ma chère Alix, la certitude, c'est que je vous revois demain. À demain. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Bonne journée.